Les collectivités territoriales dans le processus de dialogue de réconciliation nationale, c'est le thème de la 13e édition de la Journée nationale des communes qui a débuté ce matin. Une occasion pour les élus d'attirer l'attention du chef de l'État sur les préoccupations. 11 milliards de francs CFA, c'est la valeur de l'accord de financement du programme de renforcement de la gestion des ressources en eau et l'appui au programme de développement durable du Delta intérieur du Niger, un accord signé entre le Mali et les Pays-Bas. La zone de Kenyeba reste une poche de résistance pour la lèpre dont le traitement est gratuit. Dans cette localité, le taux de prévalence de la maladie est toujours de 1,88%. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Après 2 ans de rupture, l'initiative de la Journée nationale des communes JNC refait surface. Cette 13e session est placée sous le thème « Les collectivités territoriales dans le processus de paix, de dialogue et de réconciliation nationale ». L'ouverture des travaux présidée par le chef de l'État, Nyanya Alou Traoré, compte rendu. Je viens de la commune rurale de Gossi, de la région de Tombouctou. C'est la commune rurale de Kewa, celle de Djeni. Commune de Koneva. Moi, c'est Mohamed El Mahdi Agrissa, maire de la commune de Haribongo, cercle de Gourmararou. Ils nous viennent du nord, du sud, d'est, d'ouest, du Mali. Ils représentent le Mali multiculturel et multiethnique. Certains se connaissent déjà, mais d'autres se rencontrent pour la première fois et sans grande difficulté, la discussion s'engage. Ça va, bien chez vous? C'est l'année? Ça va bien. Ça va? Il est de Kidal, moi je suis de Gaou. Bourem, vous avez entendu parler de Bourem? Mais si vous êtes des agriculteurs, nous à Bourem on a du phosphate. Oui. Nous, chez nous, là, on a du tout, de la pomme de terre, de l'igname, de poisson. C'est ce Mali dont il est question au cours de ces journées nationales des communes. Ce Mali riche de son passé est fier de ses 703 communes. Ces journées de communes sont très bénéfiques parce que ça crée des échanges entre les 703 communes de la République. Le cadre d'échange, c'est un facteur de paix. Blanc et noir, c'est la même chose. Le Mali là est unique. Et la réconciliation aussi, c'est une priorité, je pense, pour le gouvernement malien et pour nous-mêmes populations et pour les élus aussi. Puisqu'il faut que les gens se réconcilient et il faut que les gens se parlent. Il faut que aussi les gens du Nord et du Sud soient ensemble. Nous sommes du Sud, mais nous avons aussi des parents qui sont au Nord. Nous avons nos familles, nos sœurs qui sont mariées au Nord. Moi, j'ai ma cousine qui est mariée, par exemple, à Tombouctou, dans une famille Touré. Ce Mali qui retrouve lentement, mais sûrement, le chemin de la paix. D'où la symbolique du thème de cette 13e édition, les collectivités territoriales dans le processus de paix, de dialogue et de réconciliation nationale. Cette thématique s'inscrit dans la dynamique que vous aviez engagée déjà en octobre dernier, en organisant les États généraux de la décentralisation suivie des Assises du Nord. Preuve en est que nous partageons le même souci, que ce pays est uni et indivisible. Les élus locaux ont certainement un grand rôle à jouer pour le retour définitif de la paix. Les communes sont au début et à la fin du processus, puisqu'elles constituent le premier contact des populations avec l'administration. Les élus locaux qui sont en face de vous ont un rôle central à jouer, non seulement dans le retour de la paix, le retour de tous les réfugiés qui ont dû abandonner leur lieu de résidence habituel, mais aussi dans les démarches de concertation qui permettront le retour de l'État dans les zones anciennement abandonnées afin de rebâtir un pays stable, uni, toutes choses indispensables pour le développement. La question sanitaire, précisément la maladie à virus Ebola, a été évoquée lors de la rencontre. Occasion pour le représentant de l'OMS au Mali de rappeler aux élus la nécessité de continuer la sensibilisation au niveau local. Ibrahim Soucefal a aussi remis un kit sanitaire à la commune de Benkadi dans le cercle de Kangaba. Oui, les élus n'ont pas dérogé à la règle puisque à chaque édition, un mémorandum de JNC est remis au chef de l'État, un document qui renferme l'ensemble des préoccupations des communes. Le président de la République, dans son intervention, a insisté sur l'indivisibilité du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a également parlé de la rigueur dans la gestion de nos entreprises, surtout au sein de l'administration d'État. Nyanya Alou Traoré, que nous retrouvons. L'instant était solennel et plein d'émotions. Le président du Haut Conseil des collectivités a
annoncé son prochain départ à la tête de l'institution. Je ne serai pas candidat à ma propre succession à la présidence du Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali, donnant ainsi la possibilité à d'autres élus de continuer cette belle aventure collective qui a donné l'impression d'un pari gagné. Oumarou Ag Ibrahim Aïdara a été salué par le président de la République pour le travail abattu pour la nation malienne. Ibrahim Boubacar Keïta a mis à profit cette rencontre pour rappeler le rôle important que jouent les communes dans l'appareil étatique. Les communes, continue le président, sont des partenaires indispensables de l'État dans le cadre de la décentralisation. La décentralisation est d'abord un projet politique, puissamment porté dès l'abord par le président Alpha Konaré. J'en suis témoin. C'est par ce biais-là que nous arriverions à une gouvernance territoriale et de l'ensemble de l'État pertinente, idoine et qui nous permettra d'atteindre les cibles, les populations. Aujourd'hui, l'on vient jusque du bout de l'Afrique, de l'autre côté, du côté de l'Afrique des Cornes, la Corne de l'Afrique, pour venir s'inspirer de l'exemple malien en matière de décentralisation. Un État fort et bien structuré, une commune abondante et bien développée demande un certain nombre de rigueurs, a mentionné le chef de l'État. Pour lui, il faut un effort de sursaut pour aspirer à la qualité de nos administrations. Et les communes se trouvent justement au départ de cet ambitieux projet. Nous souhaiterions que notre pays fût administré de Bamako à Labzanga, à Kidal, à Bébara, de la même manière, la même méthode, la même compétence. La même. Donc il n'est pas question d'envoyer ça et là des gens formés à la petite semaine sans compétence aucune. Ce serait nous lever et créer des conditions d'échec, qu'à Dieu ne plaise, de ce que nous avons mis en œuvre là. Il nous faut la qualité. Il nous faut la qualité. Comme il nous la faut dans notre administration en général. Monsieur le gouverneur, vous le savez. Les pourparlers d'Alger, il en a fait cas lors de son allocution. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rappelé l'indivisibilité du Mali. On a dit qu'ils ne sont pas très chauds pour la paix. Qui pourrait être plus chaud que nous? Nous sommes concernés. Et nous sommes convaincus que sans cette paix-là, rien de ce que nous avons en projet, qui est fabuleux pour ce pays, ne pourra être mis en œuvre. Comme on dit chez nous, on verra. On verra. Mais pour qu'on voit, il faut qu'il y ait la paix. Pour que mon fils ou mon petit-fils de Kidal aille à l'école comme mon petit-fils à Bamako, il faut la paix. Autre temps fort de l'événement, la visite des stands. Intitulée Commune Expo, elle montre les projets de développement initiés au Mali. Par exemple, le président de la République dans le stand de la mairie du district a nourri de fortes ambitions pour la ville de Bamako, qui, à son avis, peut être à l'image de celle de Beijing en Chine. À Beijing, c'est merveilleux. Merveilleux. Mais madame, vous n'en doutez pas? Absolument. C'est très très clair et net. Ambition, rêve qui a toutes les chances de devenir réalité, pourvu que tout s'y croit ferme. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu ce matin en audience le Premier ministre des Pays-Bas en visite dans notre pays. Les deux personnalités ont parlé des derniers développements de la situation politico-sécuritaire du Mali. Le Premier ministre néerlandais a réaffirmé le soutien de son pays pour la stabilisation du Mali. Il s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Mohamed Diarra. My aim is to visit the Dutch troops which are based in Gao. Based in Gao and also qui sont basés à Gao, ici à Bamako. Aussi de discuter la situation sécuritaire dans la région avec le président et le gouvernement qui mène les négociations avec les différentes parties pour stabiliser la situation au Mali. Yes, I think the international community
la communauté internationale, les Nations Unies particulièrement, on travaille très bien et donc nous les encourageons. Nous sommes conscients de la situation au Mali de 2012, en 2011 en 2012 et donc nous voulons nous assurer que particulièrement le nord du Mali soit plus stable et que ce ne soit pas une place où les terroristes pourront avoir donc vraiment le champ libre. Donc on veut que le nord du Mali soit uni. Et je peux vous dire que ce que j'ai appris des troupes hollandaises qui sont basées à Gao, la situation est loin d'être stabilisée, mais au même moment, petit à petit, alors il y a des petits progrès qui sont en train de s'accomplir, particulièrement dans le domaine de la santé, aussi l'ouverture de l'hôpital pour que le secteur de la santé commence à marcher. Et aussi dans le domaine de l'éducation, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école maintenant, mais encore c'est petit à petit. La parole aux actes signatures ce matin à la primature de l'accord de financement pour la mise en œuvre du programme de renforcement de la gestion des ressources en eau et l'appui au programme de développement durable du delta intérieur du Niger, montant global de l'appui 11 milliards de francs CFA, compte rendu à Lucéné Touré. Par la présente signature, le Royaume des Pays-Bas s'engage à appuyer notre pays par le financement de ce projet si cher au fleuve Niger en particulier et à notre biodiversité en général. Il répond à l'urgence d'une gestion durable des ressources naturelles du fleuve Niger et de son bassin versant, la redynamisation et le renforcement de l'opérationnalisation de la GIR. D'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA, le présent financement va contribuer à l'amélioration de la situation socio-économique du pays et à la réduction de la pauvreté. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement du Mali et les Maliens pour que chacun puisse avoir accès à l'eau. Ce n'est pas seulement la coopération entre deux gouvernements, entre la société civile et les communautés. Ainsi, nous voulons contribuer au développement du Mali et au développement de la population malienne. Et donc, nous attendons vivement de cette coopération. Par le présent accord, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas met à la disposition du gouvernement du Mali pour cet important projet une enveloppe d'environ 10,3 millions d'euros correspondant à 6 milliards 763 millions de francs CFA. Cette subvention donc contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la réduction de la pauvreté grâce à une meilleure connaissance des ressources en eau et leur gestion intégrée. Il faut dire que ce programme est exécuté d'une part par le gouvernement malien à travers le ministère de l'Environnement et d'autre part par Wetland International dans le cadre du développement du delta intérieur. Le programme concerne le Mali et la Guinée dans ses aspects de gestion intégrée du fleuve. Une autre expérience dans laquelle les Pays-Bas peuvent apporter une expertise de taille. Pour être tout à fait complet à l'issue donc de cette signature, les premiers ministres maliens et néerlandais ont animé un point de presse. Les propos ont porté sur la qualité des relations entre nos deux pays, suivant Marc Rutte et Moussa Mara, propos recueillis par Lucéné Touré. Nous sommes venus ici pour voir la situation ici au Mali. Nous avons visité nos troupes basées à Gao et puis avec mon homologue, le Premier ministre malien, voir comment développer les relations entre nos deux pays, surtout les difficultés qu'a connues le Mali. J'ai également eu des échanges avec les autorités maliennes sur les possibilités d'améliorer la situation dans le nord du pays. Nous venons encore une fois d'être témoins d'un acte de haute portée du Royaume des Pays-Bas en faveur du Mali. Parce que qui dit l'eau, dit la vie simplement. L'eau en termes de services essentiels, indispensables à la vie, mais aussi l'eau en termes d'outils de production, de facteurs de production. Ce financement qui vient d'arriver pour accompagner ce projet majeur est un financement significatif
significatif, partagé avec la République sœur de Guinée, parce que le fleuve Niger est un fleuve que nous avons en partage avec la Guinée et avec d'autres pays, pour faire en sorte que dans le delta central, on puisse mieux gérer l'eau, on puisse mieux tester l'eau, on puisse mieux connaître l'eau et on puisse mieux faire en sorte que l'eau soit à la disposition de nos populations. Je dirais aussi, et c'est important de le signaler, que les Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas est un pays frère, ami du Mali, qui s'est tenu à nos côtés au moment les plus difficiles de notre histoire. En 2012, les Pays-Bas ont maintenu leur coopération et sur des secteurs sensibles que sont l'éducation et la santé et avec la participation des collectivités locales. Mais le Royaume des Pays-Bas, c'est aussi la MINUSMA, une contribution significative en termes d'effectifs, en termes de matériel. Vous savez que M. Koenders, qui a dirigé la mission des Nations Unies, est aussi de nationalité néerlandaise. Et donc c'est aussi une contribution des Pays-Bas à la question de la sécurité et de la stabilisation de notre pays. Mais c'est beaucoup d'autres actions aussi, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de l'agriculture. Bref, c'est une coopération riche, une coopération que nous appelons à se renforcer. Et nous n'avons pas de doute que cette coopération va se renforcer, y compris sur le segment de la lutte contre Ebola, qui est aujourd'hui une actualité majeure, comme le stipule tous les jours le chef de l'État. Autre lieu, autre signature, le ministre de l'économie et des finances et la représentante de la BAD viennent de signer 2 accords de prêt. Ce financement de la BAD appuie le Mali dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ces accords sont estimés à plus de 28 milliards de francs CFA. Mariam Sagara, reportage. Les 28,17 milliards de francs CFA renforcent le projet P2RS, un programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. La contribution de la BAD au financement de ce projet à travers le FAD est de 36 390 000 unités de compte, soit environ 28,170 milliards de francs CFA. Cette contribution du FAD se divise en partie en dons et en prêts pour à peu près 50%. Ce geste montre et témoigne de la confiance que le groupe de la Banque africaine de développement porte sur le Mali. Le projet s'inscrit encore plus dans les questions de résilience puisqu'il va à l'endroit de quelques-unes des 166 communes qui ont été identifiées comme les communes les plus vulnérables en matière de sécurité, d'insécurité alimentaire et autres. Donc c'est le lieu de vous remercier pour vraiment cette implication de la BAD à nos côtés pour tout ce qui est de la construction de la résilience de nos populations face aux vulnérabilités climatiques. Pour l'autosuffisance alimentaire, le ministre déclare la BAD comme partenaire de référence et aussi comme partenaire idéal. 10 jeunes Maliens formés aux techniques d'insémination artificielle au Maroc viennent de signer un contrat avec le ministère du Développement rural. La signature de ces contrats, encadrée par l'Association des producteurs de viande rouge du royaume chérifien, entre dans le cadre du suivi des engagements pris par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors de sa visite au Mali. Reportage Magam Finkonati. Ils sont 10 jeunes à bénéficier des kits composés d'une moto et des combinaisons d'insémination artificielle. Ces jeunes formeront à leur tour d'autres jeunes et ouvriront 10 axes d'insémination dans la zone périurbaine de Bamako. Pour les partenaires marocains, l'objectif est d'améliorer le revenu des producteurs tout en réduisant le prix du lait et de la viande à la consommation. Et nous sommes venus chez nos frères pour partager une expérience que je pense nous avons réussi au Maroc. Donc autant en faire profiter nos frères et essayer de calquer un modèle pour l'amélioration génétique du cheptel bovin malien et qui va résulter à une augmentation du revenu de l'agriculteur et dans un deuxième temps une petite chute de prix pour le consommateur. Les bénéficiaires avaient auparavant signé un contrat de prestation de services avec le ministère du Développement rural. Outre l'amélioration des espèces bovines et de la production de lait au Mali, ce projet ouvre de nouvelles perspectives quant à la promotion de l'emploi jeune au Mali. Nous apportons beaucoup de bonheur à beaucoup de gens à la fois. 10 jeunes gens, 11 d'ailleurs, qui vraiment donc qui reçoivent un emploi réel qui peut-être les permet eux-mêmes aussi de créer d'autres emplois. Deuxièmement, nous annonçons que nous allons démarrer donc 10 circuits d'insémination
pour donc booster la production laitière. Je me réjouis de cette signature et je dois remercier donc les autorités maliennes, bien sûr le président de la République, chef de l'État, et mon frère et son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, souhaiter plein succès à cette opération qui est bien sûr qui rapporte beaucoup et rapportera beaucoup pour les éleveurs maliens, pour la production et pour la productivité dans ce pays frère et ami. Le projet d'insémination artificielle est la matérialisation des engagements pris par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors de sa visite au Mali. Ce projet ambitionne d'appuyer la filière bétail-viande ainsi que la production laitière. Aussi, le projet prévoit la création d'emplois pour des jeunes à travers leur insertion dans le circuit d'encadrement des producteurs de lait et de la viande bovine au Mali. Comme vous le constatez, beaucoup de signatures dans cette édition, plus de 700 millions de francs CFA, c'est la valeur du financement du projet d'amélioration du cadre de vie de certains quartiers des communes du district de Bamako. La première phase concerne 5 communes du district. Après cette phase test, la seconde phase sera élargie à d'autres communes. La réalisation du projet devra permettre à la population d'avoir un environnement sain. Compte rendu, Moussa Fani. C'est parti pour les travaux d'amélioration du cadre de vie de certains quartiers de Bamako. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord a donné le coup d'envoi du pavage de la rue 575 de Bakaribougou en commune 2 et celui de la rue Tintemba de Nyamakoro en commune 6 du district de Bamako. Cette première phase du projet est entièrement financée sur le budget national à plus de 700 millions de francs CFA. Ce projet d'amélioration du cadre de vie de certains quartiers des communes du district de Bamako s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la ville définie par le gouvernement. C'est aussi une manifestation de la solidarité pour un monde plus juste et un développement plus harmonieux des communes. Démarrage d'un autre sentier, le ministre a posé la première pierre de la construction des 3 nouvelles salles de classe à l'école fondamentale de Kouliniko en commune 3. Le ministre Konaté a insisté sur le respect du délai contractuel des différents travaux. Ce que je voudrais dire, c'est d'exhorter l'AGETIP et l'AGEROUTE à respecter les délais de réalisation, d'inviter toutes les populations de Bakaribougou à faire le meilleur usage et aussi la meilleure maintenance de ce dispositif. Et notre objectif d'aller vers une gouvernance citoyenne fondée sur la régionalisation de nos différentes contrées. Nous estimons que ces travaux seront réalisés dans le délai de 3 mois comme prévu. C'est-à-dire que le planning va être décliné en activités élémentaires que nous allons suivre au jour le jour. Les autorités communales concernées ont salué cette initiative du gouvernement. Le projet prévoit aussi des constructions de forages, des châteaux d'eau et de latrines. Par ailleurs, le ministre Amadou Konaté a inauguré le fête tricolore de Nyamakoro. Le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a organisé ce matin la journée internationale de la violence faite aux femmes et aux filles. Pour cette édition, le thème choisi est de la paix dans les ménages à la paix dans la communauté. Travaillons pour la réduction des violences domestiques. On prit part à la cérémonie l'épouse du chef de l'État, les femmes leaders d'associations et plusieurs membres du gouvernement. Aïssata Ibrahim Maïga, reportage. De la paix dans les ménages à la paix dans la communauté. Travaillons pour la réduction des violences domestiques. C'est le thème retenu au niveau national pour l'édition 2014 de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette cérémonie se situe dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Elle est aussi consacrée aux 2 semaines d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. La cause majeure de ces violences provient des inégalités et des discriminations fondées sur le sexe et sur les rapports de force inégaux entre hommes et femmes. Elles s'accentuent de nos jours avec les crises et les guerres que connaissent les pays en conflit. Ces actes de violence sur les femmes et les filles sont de nos jours utilisés
comme arme de guerre. Lutter contre ces pratiques est une obligation dont chaque État doit s'acquitter envers ses citoyens. Et c'est aussi une obligation mutuelle de tous les membres de la communauté internationale. Mettre fin à ce genre de pratiques ne se résume pas à une simple question de croyance et de valeurs. C'est une conviction qui exige de l'autorité et de la volonté. Conférence sur les violences domestiques, projection d'un film documentaire sur les violences basées sur le genre et la projection d'un sketch sur le mariage précoce sont autant d'activités menées au cours de la cérémonie. Selon l'épouse du président de la République, les femmes jouent un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Je dirais toujours que la femme, c'est elle qui met au monde les enfants, et garçons et filles. Donc c'est à elle qui en tout cas en premier peut montrer qu'un garçon et une fille, ce sont des enfants, mais il doit partir de cette éducation pour former l'esprit des enfants, pour que justement on mette dans leur tête qu'une femme ou une fille ne doit pas être violentée. Donc le gros du combat, évidemment, incombe aux femmes. Et il faut que les femmes soient solidaires pour accepter ce rôle-là. La cérémonie a pris fin par la remise d'un drapeau au président de la République. Un drapeau offert par la MINUSMA. Voilà un reportage signé Aïssata Saliou Maïga. Les travaux de la 3e édition du Symposium national sur les droits de l'homme ont démarré ce matin au CICB. Le thème de cette édition 2014 porte sur les droits de l'homme et réconciliation nationale au Mali, rôle et place des victimes. Compte rendu, Garibou Pérou. C'est en marge de l'espace d'interpellation démocratique que se tient ce symposium. Après une communication sur la paix et la sécurité, les experts se retrouvent pour la 3e fois autour du thème droits de l'homme et réconciliation nationale au Mali, avec un accent particulier sur le rôle et place des victimes. L'État malien a fait des efforts et reconnaît les défenseurs des droits humains, mais il précise tout de même que certaines conditions de détention sont contraires aux droits universels de l'homme. Il y a beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés, des défis comme l'impunité, les défis comme les violences faites aux femmes, les défis comme les mauvaises conditions de détention dans nos prisons. La prison de Kangaba, qui est actuellement dans un état de délabrement indescriptible. Si l'État ne fait rien d'ici l'hivernage, cette prison va s'effondrer. Les prisonniers dorment en réalité dans une toilette, parce que c'est dans leurs cellules qu'ils font en même temps leurs besoins naturels. Cet homme s'appelle Samba Touré. Il se déplace à l'aide des béquilles. Il a reçu des balles à la hanche et au pied droit à Kidal lors des événements. Hier, acteur des droits de l'homme, aujourd'hui, M. Touré est une victime. J'ai eu au moins 3 balles en bas du pied et 4 balles au niveau de la hanche. Mentalement, je tiens très bien. Et en réalité, je continue la lutte. La CPI est déjà saisie, mais les juridictions nationales aussi sont saisies des cas de violations qui ont été commises. Il faut se dire qu'il n'y aura pas d'impunité du tout. Il n'y aura pas d'impunité. Les victimes vont recevoir réparation. Cette 3e édition permettra aux experts des droits humains de faire des communications sur les violations des droits humains de 2012 à nos jours. Il s'agit entre autres des menaces de l'extrémisme religieux au Mali, l'implication des femmes dans les processus de réconciliation, en passant le pont de la justice transitionnelle, sans oublier les procès fictifs sur les violences faites aux femmes. Le service du médiateur de la République a désormais un logo. L'œuvre en question a été présentée aujourd'hui à quelques membres du gouvernement et aux représentants de certains services. C'est un logo circulaire sur fond violet signifiant l'espoir, la protection et l'union. Un prix a été décerné aux lauréats au cours de la cérémonie de présentation. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. Voici le nouveau logo des services du médiateur de la République. C'est un logo circulaire sur fond violet signifiant l'espoir, la protection et l'union. Il laisse apparaître une personne qui s'impose entre les citoyens par la conciliation. La carte du Mali représente ici la République dans toutes ses dimensions et le drapeau national sous forme d'étoile signifiant le champ d'action du médiateur de la République sur toute l'étendue du territoire national. Le fait d'avoir un logo répond à un besoin d'acquérir une identité visuelle du médiateur de la République du Mali. Identité se traduisant par l'affirmation publique de son ancrage dans le paysage institutionnel de notre pays.
Il permet aussi, ce logo, de souligner son caractère d'institution de régulation des relations entre les usagers des services publics et les administrations de ces services. Ça va mieux visualiser la présence du médiateur, de la médiature dans le décor des institutions. Chacune des institutions a sa marque, son identité. Ce sont 11 artistes maliens venant de diverses structures d'art et de métiers qui ont postulé à ce concours. Le processus de sélection de ce logo a été assuré par un comité interne. Son choix s'est porté sur Nuhum Kone, diplômé du conservatoire Bala-Fasake Kouyaté. Les critères qui ont prévalu au présent choix sont entre autres l'originalité, une meilleure approche visuelle, la facilité d'impression et, bien sûr, le symbolisme de l'action du médiateur de la République. C'est une image de marque, facilement identifiable, qui permettra à l'administration et aux citoyens de reconnaître les communications et autres productions de l'institution. Depuis sa création, il y a 20 ans de cela, le médiateur de la République n'avait pas de logo. Il se servait du sceau de l'État à travers ses correspondances et autres documents administratifs. À présent, situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali à la date du dimanche 8 décembre 2014. Ce jour, lundi 8 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et à la fillette de Caille, 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens, 0 nouveaux cas confirmés ce jour, 0 suspect ce jour. Une dépouille mortelle suspecte a été testée négative ce jour. Le nombre de personnes contacts est de 26. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 26. Le nombre de contacts non vus est de 0, soit un taux de suivi de 100%. Un cas donc confirmé en traitement dans un centre spécialisé et dans un état stable. Un cas guéri et libéré le vendredi 28 novembre 2014. Malgré donc la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et à signaler tout signe pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, le 80 00 88 88 ou le 80 00 77 77. Lutte contre la maladie à virus Ebola, toujours malgré l'accalmie constatée, la vigilance doit rester de mise. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné de son collègue du commerce, était samedi et dimanche en 3e région pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de contrôle sanitaire le long des frontières avec la Guinée et la Côte d'Ivoire. Compte rendu Daouda Diakité. Première étape, la commune de Baya, et c'est dans le village de Dalabala que les 2 ministres se sont rendus. Un village qui constitue une porte d'entrée en provenance de la Guinée-Conakry, d'où la présence d'une équipe sanitaire. Là, les membres du gouvernement ont pu constater un dispositif bien en marche. À Bougouni et à Yamfolila, des cercles qui partagent également une large frontière avec la Guinée à travers le village de Badogo, situé à 14 km de la sous-préfecture de Nyantanina en Guinée. Le constat est rassurant. Nous avons échangé avec les communautés, rencontré les chefs de village, les autorités administratives, les populations, le personnel de santé, le personnel de sécurité, le personnel de la douane. Avec toutes ces personnes rencontrées,
nous avons constaté qu'il y a une réelle prise de conscience de la gravité de la situation. Il y a quelques problèmes qui nous ont été soumis. Nous avons pu donner des instructions sur place par rapport à certaines questions. Il y a d'autres que nous allons examiner une fois de retour pour essayer de compléter le dispositif afin qu'il puisse fonctionner à merveille. À Zégoua, deuxième étape de la visite, les ministres Ousmane Koné et Abdelkader Konaté ont voulu, comme à Yamfolila, s'assurer du bon fonctionnement du dispositif sanitaire le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire, mais aussi faire passer le message de vigilance. Le message à l'intention de toutes les populations, c'est de dire qu'il faut rester vigilant. Ce que nous avons constaté est un atout pour le Mali, parce que nous n'avons pas rencontré des réticences de la population à respecter nos consignes. Et nous avons vu que même par rapport à certains sujets qui sont les plus délicats, comme par exemple comment gérer une situation, une dépouille mortelle, nous avons vu que les populations ont manifesté de la bonne compréhension et ça, nous encourageons cela. Un séjour mis à profit par les ministres pour visiter les structures de santé et l'hôpital régional de Sikasso. À chaque étape, les ministres ont apporté le message d'encouragement du gouvernement au personnel socio-sanitaire et aux partenaires d'appui. Comme vous l'avez constaté, les activités de lutte contre la maladie à virus Ebola se poursuivent dans notre pays, suivant ces brèves commentées par Adibou Koulibaly. Lancement du projet Stop Ebola à Maniamboku. C'est l'initiative de l'honorable Mohamed Lamine Djigine, député élu en commune 6 en partenariat avec l'association des jeunes élus du Mali, AGM. Ce projet vise à sensibiliser les populations de la commune 6 sur les moyens de prévention et de gestion de la maladie à virus Ebola. C'est dans ce cadre que les initiateurs ont mis en place un groupe d'action citoyenne contre Ebola grâce. Occasion pour eux de faire un don en matériel de prévention pour un montant de 3 millions de francs CFA afin de renforcer la capacité du CESCOM de Maniamboku dans la lutte contre cette épidémie. Dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le Rotary Club de Kati a initié un atelier de sensibilisation à l'endroit des chefs de service de Kati. L'occasion a été pour les initiateurs de faire un don de kit hygiénique au centre de référence de Kati. Le kit est composé de gel désinfectant, des gants, des protèges-nez et des compresses. Pour le président du Rotary Club de Kati, Sori Sissé, le geste s'inscrit dans le cadre du plan d'action de son organisation. L'initiative a été saluée par les responsables administratifs de Kati. Caravane de lutte contre le sida. Mobiliser les populations dans la lutte contre le sida et la maladie à virus Ebola, c'est l'objectif d'une caravane organisée par le FC Kankelentiki qui a parcouru la 4e région ce week-end. Dans la capitale des Balanzans, des séances de dépistage, sensibilisation et matchs de football ont été les temps forts de ces activités qui ont mobilisé des milliers de jeunes ségoviens. Sur un tout autre chapitre, le président du Haut Conseil des collectivités vient de séjourner au Maroc où il a eu des entretiens avec les membres du Sénat sur le processus de régionalisation, une nouvelle expérience que notre pays est en train de mettre en œuvre et qui comporte beaucoup d'avantages selon le président du Haut Conseil des collectivités que je vous propose d'écouter. Nous sommes venus nous imprégner des réalités de la décentralisation au Maroc et en particulier de la régionalisation. C'est l'objectif premier de notre arrivée et nous avons été très édifiés par le président du Sénat qui est un homme extrêmement expérimenté, qui a une connaissance parfaite de l'Afrique et du monde. Voilà, œuvrer à l'élargissement des bases du parti en assurant la promotion des femmes et des jeunes. Voilà quelques recommandations issues des travaux du premier congrès ordinaire du parti ASMA-CFP qui se sont achevés hier au Palais de la Culture. Au cours de cette rencontre, les congressistes ont aussi parlé de paix et de sécurité au Mali. Commentaire Ibrahima Traoré.
8 présidents d'honneur et un bureau exécutif de 82 membres dirigé par Soumelou Boubei Maïga, voilà les décisions issues du congrès ordinaire de l'ASMA CFP. Un congrès au terme duquel plusieurs recommandations ont été formulées. Considérant la volonté politique constante de l'ASMA CFP d'œuvrer à la promotion et à l'épanouissement des femmes, le congrès réaffirme la volonté de l'ASMA d'œuvrer à l'épanouissement et à la promotion de la femme. Considérant le problème de formation et d'emploi qui se pose avec acuité à la jeunesse, le Congrès recommande au Bureau exécutif national la mise en place sans délai des structures de la jeunesse. Le Congrès lance un appel pressant et solennel à l'ensemble des acteurs des négociations d'Alger à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation afin d'aboutir à une paix durable et définitive. Pour le premier responsable du parti, la grande famille de l'ASMA CFP doit œuvrer à l'élargissement des bases du parti et ce travail doit commencer à l'instant T. Notre parti se développe et prend une place de plus en plus importante dans la vie publique de notre pays. Ça, c'est le résultat de nous tous ici. Je pense qu'avec la mobilisation et le contenu de nos travaux, nous nous sommes lancés à nous-mêmes un défi sérieux, parce que nous ne devons plus faire moins que ce que nous avons fait. Le président du parti demeure convaincu que c'est dans la difficulté que l'on peut relever des défis. C'est dans la difficulté qu'on fait la différence entre les gens. Quand c'est facile, bon, c'est facile. Mais quand c'est difficile, c'est là qu'on fait le tri entre ceux qui tiennent et ceux qui ne peuvent pas tenir. Il y a des moments où les hommes sont en perdition, sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité et qui s'enjoignent mutuellement dans l'endurance. Notre position, c'est que quelles que soient les difficultés, c'est de rester sur des positions justes, de nous en tenir à nos convictions, de nous en tenir à nos engagements. Enfin, le Congrès a adressé au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, une motion de remerciement pour toutes ses actions en faveur de la paix et du développement au Mali. Activité politique toujours tenue ce dimanche à Yélimani de la conférence régionale du parti IMRDA face au Djigui. Cette délocalisation n'est pas fortuite par les organisateurs parce que Yélimani est considéré comme section pilote. Cette conférence a enregistré la présence du président du parti, des responsables de cette section implantée dans la région de Kaï, ainsi que de nombreux militants venus de tout le cercle de Yélimani. Jafar Aïdara, compte rendu. Pour le renouveau et plus d'implantation, le parti IMRDA pour la première fois a délocalisé sa conférence régionale à Yélimani. Cette conférence a enregistré la présence du président du parti, Bokar Moussa Diarra, et des membres du bureau national. Au cours de cette conférence, les différentes sections ont échangé sur la vie du parti, leur participation au gouvernement qu'ils jugent satisfaisante et répond aux aspirations du parti. Les participants ont insisté sur la mise en place des stratégies nouvelles pour renforcer le parti et se préparer pour les futures élections municipales et régionales. Aujourd'hui, nos relations avec les partis politiques sont très bonnes, ce qui témoigne de la signature d'une plateforme politique en 2013 avec 13 partis politiques dont certains sont de l'opposition. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a des problèmes qui handicapent le parti. Parmi ces problèmes, on peut citer l'insuffisance des ressources financières. Malgré ces problèmes, le parti se porte très bien à Yélimani. Cela se traduit par le nombre d'élus communaux, 34, dont 5 adjoints au maire et 4 conseillers de cercle. Nous avons souhaité accueillir ici toute la région de Kaï pour venir les remercier d'avoir accepté de se mobiliser derrière le parti pour soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta autour d'un certain nombre de points, parmi lesquels la restauration de l'autorité de l'État et la restauration de la paix dans notre pays. À la fin de cette conférence, qui a été une réussite, des diplômes ont été décernés aux militants les plus méritants. Et hommage a été rendu à Bassirou Diarra, qui n'a ménagé aucun effort pour le développement de Yélimani en général et en particulier l'UMRDA.
S'enquérir des conditions d'installation des membres de l'association des Maliens résidents rapatriés de l'extérieur, c'est l'objectif de la visite de terrain initiée ce week-end par le ministre des Maliens de l'extérieur dans la zone Office Niger. Envoyés spéciaux à Bewani, Toumani Diabaté, Nouhoum Sissoko. C'est dans l'optique d'une insertion socio-économique que le gouvernement, à travers l'Office du Niger, a concédé un site d'accueil d'une superficie de 26 hectares 6 à Koumouna à l'association des Maliens résidents, rapatriés et de l'extérieur à Marex. Ce n'est pas tout. Les membres de l'association ont bénéficié de 102 hectares pour des activités agricoles dans la zone de production de Bewani. Notre premier objectif, c'était de bien aménager notre champ. Et malheureusement, on n'a pas pu. Par notre propre effort, on a fait au moins investir là-dedans plus de 80 millions de CFA. Mais après avoir fait le creusement de notre canal Cavalier, ils sont venus mettre entre nous et notre canal d'autres gens. Ensuite, tout le champ n'est pas à niveau. Notre site manque de structures sanitaires, de points d'eau potable et de marché. Nous attirons l'attention des autorités sur la question. Quant au site, il sera mis en valeur au fur et à mesure avec les retombées des activités agricoles. Cette visite de terrain du ministère des Maliens de l'extérieur se veut une mission de constat. Il est important de signaler ici que on peut croire, et quand on croit, on réussit toujours. Ils sont des Maliens, ils sont revenus pour des raisons qu'on ne va pas citer ici. Ils ont compris qu'ils peuvent travailler chez eux, ils ont compris qu'ils peuvent se nourrir dignement, ils ont compris qu'ils peuvent, à travers leur activité champêtre que nous sommes en train de voir, apporter quelque chose par rapport à l'économie nationale. Et cela est extrêmement important. Les autorités ont beaucoup fait, mais je crois qu'on doit toujours continuer à accompagner. La mission a rendu une visite de courtoisie aux notabilités des villages de Zamfina et Bewani. Elle a porté le message de sensibilisation sur les mesures d'hygiène à observer dans la prévention contre la maladie à virus Ebola. Monde rural, toujours cette fois-ci en 5e région, le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger, phase 2, vient d'organiser dans la localité de Kuntimarka, de Djéné, une journée paysanne sur l'introduction de la diffusion du paquet technologique de la pomme de terre et de l'échalote oignon dans le système de production des exploitations des petits périmètres. Yacouba Maïga, reportage. Il s'agissait, à travers cette journée paysanne, de partager les expériences sur des innovations technologiques introduites par la phase 2 du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger dans le système de production des petits périmètres irrigués villageois. Autrement dit, convaincre les exploitants de ces petits périmètres irrigués villageois sur la nécessité de mener 3 campagnes agricoles en produisant, en dehors du riz de saison et de contre-saison, des produits de haute valeur ajoutée comme la pomme de terre et l'échalote. L'objectif visé, c'est que les autres périmètres irrigués adoptent cette pratique-là. Et d'ailleurs, c'est un engagement contractuel et nous allons tout faire, mettre tout le monde à contribution pour que l'année prochaine, c'est tous les périmètres aménagés par Padine 2 qui vont faire la triple culture annuelle. L'introduction de la rotation des cultures a été un véritable succès, notamment dans le petit périmètre irrigué villageois de Kuntimarka, où la production totale pendant la campagne écoulée a été de 150 tonnes de riz paddy sur 20 hectares en contre-saison, soit un rendement de 7 tonnes à l'hectare. Pour la pomme de terre, sur une superficie de 3 hectares, le rendement est de 15 tonnes à l'hectare, malgré un retard accusé dans le calendrier culturel. Ça a été des enseignements très positifs et ça lieu vivement une telle dynamique instaurée dans la vision des hautes autorités de notre pays, et de faire de l'agriculture le moteur de la croissance. Pour mieux apprécier l'exploit des producteurs de Kuntimarka, les participants ont effectué une visite dans les parcelles de rotation des cultures au niveau du petit périmètre irrigué villageois et dans le périmètre maraîcher des femmes de Kuntimarka. Sport, football, championnat national de Ligue 1, la première édition a pris fin hier. Le stade malien de Bamako, champion en titre, a bien entamé la défense de son titre. Il a battu l'USFAS 3-0 au stade de Modibo Keïta. Voyons tout cela avec Al Djoumatina. Une semaine après son triomphe en Supercoupe, le Stade malien de Bamako, champion en titre, avait à cœur de réussir ses débuts pour la nouvelle saison de Ligue 1 2014-2015. Face à l'USFAS tout des jaunes vêtus, les Bleus Blancs de Sotiba connaîtront une première demi-heure difficile.
En aucun moment, ils n'ont pu déjouer le système Issoissi, dont le maître mot était la rigueur, la détermination et la solidarité. Mais finalement, c'est à la suite d'un coup franc à la 41e minute que le stade va enfin parvenir à se libérer. Le transfuge de l'AS Real Mokhtar Mohamed Sissé jaillit au second poteau et envoie le ballon au fond des filets de Koumoudian Keïta. La mi-temps intervient ainsi par ce score d'1 but à 0. La deuxième période aussitôt commencée, le stade presse l'USFAS. Il parviendra à créer des occasions. Les Issoisiens, visiblement fatigués de l'énergie qu'ils ont fournie en première période, vont se plier à l'exigence offensive du stade, qui corsera l'addition d'abord à la 64e minute par Abdoulaye Sissoko, puis à la 79e minute par Ismaël Kone et notre transfuge. 3-0, le champion en titre entame idéalement la son titre. Je voulais voir mon équipe dans un autre registre. Je pense qu'aujourd'hui on s'est amélioré par rapport au match de la Supercoupe. Le groupe a répondu présent, je félicite mes joueurs et on voulait marquer des buts, on les a mis, 3 buts, c'est très bien. On a un début de championnat, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc je pense que mes garçons, ceux qui sont en train de me montrer, et puis ceux qu'on est en train de préparer, je pense qu'au fil du temps, ils pourront vous montrer un autre visage. Lors de la 10e journée, il y aura Stade Malien de Bamako, 11 cratères d'Ignarela et Sabana AC, USFAS. Et puis le ministre des Sports informe qu'à l'issue du tournoi des moins de 20 ans de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA, dont la finale s'est tenue dimanche 7 décembre 2014 à Dakar, le Mali a battu le Sénégal et devient ainsi le détenteur du trophée de la première édition du tournoi mémorial Mawad Wad. À cette occasion, le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement et du mouvement sportif national, adresse ses chaleureuses félicitations aux Aiglons, leur souhaite plein succès et les rassure de son accompagnement lors de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors Dakar 2015 à laquelle ils prendront part. Et puis, je vous le disais en titre, donc autre titre de cette édition, si on s'en tient à la prévalence de la lèpre, notre pays a atteint depuis 2001 le seuil d'élimination fixé par l'OMS à moins d'un cas pour 1000 habitants. La conjugaison des efforts aura quelque part porté ses fruits, mais la zone de Kéniéba reste une poche de résistance pour cette maladie dont le traitement est gratuit. L'équipe de Focus Santé a fait un tour dans le district sanitaire de Kéniéba où la prévalence de la lèpre est toujours de 1,88%. Envoyés spéciaux, Kessia Emmanuel Dambélé et Drissa Traoré. Depuis 2001, le Mali est considéré par l'OMS comme un pays ayant atteint le seuil d'élimination de la lèpre. Environ 0,31 cas pour 10 000 habitants sur le plan national, mais les détails des statistiques attirent l'attention sur le district sanitaire de Kéniéba comme une poche de résistance. Ici, la prévalence était de 1,88 cas pour 10 000 habitants en 2013, loin du seuil d'élimination de la lèpre. Explication. C'est un peu dû à la situation géographique d'abord de Kéniéba. Kéniéba est une zone vraiment montagneuse, d'accès vraiment très difficile. Et l'accès de la population, surtout de santé, pose réellement problème. Donc ça fait que vraiment de nombreux malades sont au niveau de la communauté, ils n'arrivent pas à atteindre vraiment les structures de santé pour un diagnostic, vraiment un dépistage vraiment de la lèpre. Ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect de la chose, c'est que dernièrement, on n'a plus de financement vraiment pour la lutte contre la lèpre. Donc, c'est des financements qui sont arrêtés depuis très longtemps, alors qu'on a un problème de formation des agents de santé vraiment qui sont à notre niveau. Beaucoup sont partis, actuellement on a de nouveaux qui sont là, qui n'ont aucune notion par rapport à la prise en charge, au dépistage d'abord à la prise en charge de la lèpre. L'infirmier chargé de la lèpre n'a pas les moyens d'accéder au village enclavé et aucune ONG n'est sur le terrain pour faire face à cette maladie. Une pathologie dont la propagation est favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène, la promiscuité à laquelle s'ajoute la mauvaise perception de la maladie. La lèpre n'est pas bien perçue dans nos communautés. Donc ce n'est pas un motif réel de consultation.
c'est vraiment au stade de séquelles, vraiment où on a des conséquences graves que les gens se viennent au niveau des structures de santé pour se faire dépister. Et malheureusement, ça fait que vraiment la maladie a encore le temps vraiment d'atteindre, de se propager. Pourtant, la prise en charge de la lèpre est gratuite. Mais dans un contexte où il n'y a pas assez de communication autour de la maladie, le personnel soignant travaille sur la base de ce qu'on appelle le dépistage passif. Les cas qui sont dépistés sont pris en charge gratuitement. Le dépistage est gratuit et la prise en charge également est gratuite. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un dépistage passif. Alors que nous, à notre entendement, le dépistage passif en lui seul ne peut pas résoudre le problème. Il faut vraiment sortir, faire des dépistages de masse, des dépistages actifs, vraiment pour atteindre le maximum de malades. Et malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Dépisté tôt, la lèpre se guérit, mais les populations des villages enclavés du district sanitaire de Kéniéba ne bénéficient pas de cette possibilité. Ils restent victimes d'un cercle vicieux qui fait que d'un côté, ils ont difficilement accès aux centres de santé et de l'autre côté, le personnel soignant n'arrive pas à accéder aux villages juchés sur les collines, ce qui ouvre la voie à tous les risques. Et puis, après donc cette maladie de la lèpre, parlons du sida dans ce premier numéro du journal Sida Info, disponible depuis ce lundi dans vos kiosques. Vous y trouverez des interviews, des enquêtes et dossiers sur la maladie du sida. Donc, c'est le premier numéro du journal dans le cadre du mois de la lutte contre donc cette maladie. Voilà un numéro disponible depuis ce matin dans les kiosques. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain 10h-13h, une présentation de Rachel Tessougué et pour les éditions du soir, retrouvez Nyanya Aliou Traoré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.